Si la Russie parvient à contrôler la Moldavie, les conséquences seront directes et dangereuses pour notre pays comme pour l'ensemble de la région. Bonne fête de la victoire. Hourra! L'objectif de Poutine était de créer un empire tampon en Europe de l'Est, fidèle à Moscou. L'Ukraine, la Moldavie et la Transnistrie constituaient les piliers de cette architecture. Après l'Ukraine, la Moldavie devait être la prochaine cible. Pour les stratèges du Kremlin, Chisinau était considéré comme le dernier bastion du projet Novorossiya, à l'ouest. Le plan était clair, après la chute d'Odessa, la Moldavie serait libérée, et l'influence russe le long du fleuve Dniestr deviendrait un verrou permanent face à l'Europe. Mais ce rêve s'est heurté à la dure réalité du terrain. L'Ukraine et la Moldavie ont effectivement imposé un blocus à la région séparatiste de Transnistrie par des actions coordonnées. 1 500 000 soldats russes se sont retrouvés piégés. Dans le même temps, la présidente moldave Maia Sandu a mis sur la table la carte de l'unification avec la Roumanie. En tentant de déstabiliser l'Europe, Poutine est en train de perdre son cheval de Troie. Tout a commencé le 1er janvier 2026. Les contrôles frontaliers coordonnés mis en place par les gouvernements ukrainiens et moldaves ont transformé la région en une véritable prison à ciel ouvert. Aujourd'hui, pas un seul soldat russe ne peut franchir ses frontières. Cette situation constitue un exemple rare de siège sans effusion de sang dans la littérature militaire. Imaginez une frontière ukrainienne de 450 km totalement fermée. Du côté moldave, on trouve des postes de contrôle renforcés, des patrouilles mobiles et surtout une volonté politique ferme. Les routes commerciales grises fondées sur la corruption, la contrebande ou l'immunité diplomatique ont complètement disparu. Qu'est-ce que cela signifie concrètement pour les troupes russes sur place? Les unités opérant sous le nom de Forces russes de maintien de la paix en Transnistrie ont été déployées en 1992. Mais aujourd'hui, ces troupes ne peuvent plus être relevées, ne peuvent plus renouveler leur équipement et surtout sont devenues incapables de maintenir leur capacité opérationnelle car leurs lignes logistiques ont été coupées. Ce qui fait d'une armée une véritable armée, ce ne sont pas seulement les armes qu'elle possède, mais la continuité des munitions nécessaires pour les utiliser ainsi que le moral des soldats qui les portent. Actuellement, les commandants russes en Transnistrie attendent des ordres de Moscou. Mais la seule chose que Moscou peut leur envoyer, c'est un message: tenir bon. Car la Russie ne dispose d'aucun corridor terrestre pour atteindre ses soldats et tout ravitaillement aérien serait suicidaire sous l'ombre des systèmes de défense anti-aérienne ukrainiens. Le véritable point de rupture ne réside pas seulement dans le blocage du matériel militaire, mais dans la coupure de l'énergie vitale de la région. Pendant des décennies, la Transnistrie a dû son existence au gaz naturel russe, pratiquement gratuit. Ce gaz était transformé en électricité dans les immenses centrales de la région. Cette électricité était ensuite vendue à la Moldavie, et les revenus finançaient le régime séparatiste. Mais la décision de l'Ukraine d'arrêter le transit du gaz russe en 2025 a annulé cette carte de crédit illimitée. Sans énergie, l'industrie s'arrête. Si l'industrie s'arrête, les revenus disparaissent. Si les revenus disparaissent, la chaîne de loyauté qui maintient le régime à flot se brise. C'est ce scénario qui effraie réellement la Russie. Un effondrement économique menant à l'autodestruction de la Transnistrie avant même toute défaite militaire. Dans les rues de Tiraspol, les gens ne demandent plus: la Russie va-t-elle nous sauver? Ils se demandent désormais: la Russie nous a-t-elle oubliés? Cet effondrement psychologique a un impact bien plus dévastateur que des chars sur une ligne de front. N'est-ce pas frappant? L'une des plus grandes puissances nucléaires du monde est devenue incapable d'acheminer des fournitures vers une petite région située juste sous son nez. Cette situation révèle également de profondes failles dans la logistique et la planification stratégique russe. Lorsque la guerre en Ukraine a commencé, tout le monde parlait de chars russes traversant le Dniestr et avalant la Moldavie. Aujourd'hui, nous faisons face à des chars rouillés et à des soldats si mal équipés qu'ils sont parfois indiscernables de la population locale. Selon des informations issues de rapports des services de renseignement occidentaux, la majorité des soldats russes présents dans la région sont des conscrits locaux, des personnes possédant un passeport russe mais qui n'ont jamais vu Moscou de leur vie. La question de savoir combien de temps ces soldats pourraient résister face à l'armée moderne ukrainienne ou aux forces spéciales moldaves de plus en plus puissantes en cas de conflit potentiel fait l'objet de débats sérieux, y compris au sein même du Kremlin. À ce stade,
Il faut se concentrer sur l'autre acteur présent sur la scène, la Moldavie et sa dirigeante, Maia Sandu. Par le passé, la Moldavie reculait au moindre signe de tension avec la Russie, envoyant des délégations à Moscou pour supplier « S'il vous plaît, ne coupez pas notre gaz ». Mais aujourd'hui, il existe une dirigeante capable de dire ouvertement « S'il y a un référendum, je voterai oui à l'unification avec la Roumanie ». Cette déclaration n'est pas une simple annonce politique de routine, c'est un défi lancé directement à la Russie. S'unir à la Roumanie signifierait que la Moldavie passerait automatiquement sous le parapluie de l'Union européenne et de l'OTAN. La question de la Transnistrie pourrait alors passer d'un problème de sécurité intérieure à une question relevant d'une alliance internationale. D'où vient le courage de Maia Sandu? Évidemment du soutien occidental derrière elle et de l'enlisement de la Russie en Ukraine. Ironiquement, la guerre de Poutine en Ukraine a poussé la Moldavie vers l'Occident à une vitesse fulgurante. Lors des élections de 2024 et 2025, la Russie a dépensé des millions de dollars pour tenter d'influencer le processus par des cyberattaques, des campagnes de désinformation et des tentatives d'achat de voix. Malgré cela, la capacité de Sandu à conserver son poste a constitué le signal le plus clair que le peuple moldave a désormais détourné son regard de Moscou pour le tourner vers Bruxelles. Aujourd'hui, la dernière carte restante de la Russie, sa présence militaire en Transnistrie, est elle aussi en train de s'effondrer. Sur le plan économique, la Transnistrie gravite désormais dans l'orbite de l'Union européenne et non plus de Moscou. Plus de 80% des exportations de la région sont aujourd'hui destinées aux marchés européens. Cette situation place les élites locales et les milieux d'affaires face à un dilemme brutal, sombrer avec l'économie russe en chute libre ou reconnaître l'autorité de Chisinau et rejoindre la prospérité européenne. Lorsque la coupure du gaz russe a mis fin au mythe de l'énergie gratuite, la population transnistrienne a compris avec amertume que les promesses creuses de Poutine ne remplissaient pas les estomacs. Alors, l'unification avec la Roumanie est-elle réellement possible? En observant les chiffres, nous découvrons une version moderne de David contre Goliath, mais cette fois autour d'une table de négociation. D'un côté, la Roumanie, membre de l'Union européenne, avec un PIB massif de 284 milliards de dollars selon les données de 2021. De l'autre, la Moldavie qui tente de survivre avec une économie d'à peine 14 milliards de dollars. Sur le papier, la Roumanie paraît suffisamment grande pour absorber son petit frère. Mais de l'autre côté, Bucarest souffre d'une plaie profonde, une crise démographique, faible natalité, émigration massive vers l'ouest. Pour la Roumanie, la population moldave de 2,6 millions d'habitants représente une nouvelle main-d'œuvre et un véritable vaccin démographique. Le pouls de la société semble confirmer ce calcul. Il y a 10 ans, seuls 15 à 20% des Moldaves se déclaraient favorables à la réunification. Aujourd'hui, ce chiffre dépasse les 40%. À mesure que la menace russe augmente, le parapluie roumain devient de plus en plus attractif. Mais la véritable question demeure, comment cette union pourrait-elle réellement se produire? Il existe 3 scénarios critiques que personne n'oserait évoquer à haute voix autour de la table, mais qui sont intensément débattus à huis clos. Le premier scénario est une réunification soudaine par l'Union, à l'image de la réunification allemande ou de ce que la Roumanie a fait lors de l'effondrement de la Russie tsariste en 1918, les frontières disparaîtraient du jour au lendemain. Dans ce scénario, les lois roumaines, la monnaie, la police et les gouverneurs s'installeraient immédiatement à Chișinău. Cela semble être une solution rapide et décisive, n'est-ce pas? Cependant, elle conduirait à un cauchemar bureaucratique et à un choc social majeur. De plus, dans quelle mesure les élites locales moldaves seraient-elles prêtes à abandonner sans préavis leur siège, leur pouvoir politique et leur indépendance au profit de Bucarest? Même si l'histoire se répétait, les conditions de 1918 ne sont pas comparables à la structure sociale complexe d'aujourd'hui. La deuxième option est celle d'une transition douce ou d'une unification graduelle. Dans ce scénario, les réseaux énergétiques seraient d'abord interconnectés, le commerce mis en commun, des espaces intégrés créés et l'unification politique s'étendrait progressivement au fil du temps.
Ce processus pourrait être encadré par un consensus national, à l'image de la déclaration de Snagov signée par tous les partis en Roumanie en 1955. Cette approche réduirait le choc, mais la législation européenne et les obstacles bureaucratiques pourraient étirer le processus sur des années, voire des décennies. De plus, quel homme politique accepterait de s'engager dans un processus qui élimine progressivement sa sphère d'influence? C'est pourquoi tous les regards se tournent vers la troisième voie, la plus raisonnable mais aussi la plus trompeuse, l'intégration à l'Union européenne. Autrement dit, la formule « Ne nous unissons pas, devenez tous deux membres de l'UE, les frontières disparaîtront de toute façon ». C'est actuellement le scénario le plus privilégié par les élites de Chisinau et de Bucarest. Sur le papier, cela semble idéal, moins de destruction, plus de modernité. Mais un paradoxe majeur apparaît ici. Si la Moldavie entre dans l'Union européenne, cela ne conduira pas à l'unification. Au contraire, cela renforcera l'identité de la Moldavie en tant qu'État indépendant. L'adhésion à l'UE consolide l'État moldave, rend son passeport plus précieux et préserve le statut de la classe dirigeante. Autrement dit, la route vers Bruxelles pourrait rendre l'union avec Bucarest totalement inutile. De plus, il est hautement douteux qu'une Europe placée sous l'ombre de la guerre ait la capacité d'absorber la Moldavie, un pays confronté à une crise démographique et doté d'une économie faible. Nous parlons d'un État dont la population est passée de 4,3 millions d'habitants en 1991 à moins de 2,5 millions aujourd'hui. Par conséquent, quel que soit le scénario retenu, la pression de Poutine ainsi que la bombe démographique forcent la Moldavie et la Roumanie à prendre une décision historique. La transformation de l'armée moldave au cours des dernières années mérite également l'attention. Modernisée grâce aux ressources du Fonds européen pour la paix, formée selon les normes de l'OTAN, et équipée de systèmes de défense aérienne, l'armée moldave n'est plus la milice impuissante qu'elle était en 1992. Avec des systèmes radars français, des véhicules blindés allemands et le soutien du renseignement américain, Chisinau acquiert progressivement la capacité de défendre sa souveraineté. Les réponses potentielles de la Russie face à ces évolutions se rétrécissent de plus en plus. Autrefois, il suffisait de fermer le robinet du gaz naturel. Aujourd'hui, la Moldavie a diversifié ses sources d'énergie, s'est connectée au système interconnecté européen et a réduit au minimum sa dépendance au gaz russe. Que reste-t-il alors? La guerre hybride, les cyberattaques et les provocateurs en Transnistrie. Cependant, la coopération étroite entre les services de renseignement ukrainiens et moldaves déjoue ces tentatives dès leur apparition. En particulier, la sensibilité de la région d'Odessa pousse Kiev à considérer la frontière moldave avec le même sérieux que son front oriental. Le point de vue des responsables ukrainiens selon lequel notre sécurité ne peut être totalement garantie sans le règlement de la question transnistrienne renforce davantage la position de Chisinau. Nous devons nous arrêter ici et regarder la situation dans son ensemble. Lorsque Poutine a envahi l'Ukraine, son objectif n'était pas seulement de prendre Kiev, il s'agissait d'achever le célèbre croissant de Novorossiya s'étendant jusqu'au Dniestre et de transformer la mer Noire en un lac russe. Dans ce plan, la Transnistrie devait être la ligne d'arrivée, le monument de la victoire. Cependant, la Transnistrie est désormais devenue une entrave autour de la cheville de la Russie. Les dépôts de munitions de la région ne constituent plus un multiplicateur de force pour Moscou, mais plutôt une bombe à retardement. Si un accident ou un acte de sabotage survenait dans ces dépôts, la catastrophe humanitaire et environnementale qui en résulterait saperait complètement la légitimité de la présence russe dans la région. L'absence de réaction de la Russie est en réalité une acceptation de cette impuissance. Aucun plan d'action définitif et concret concernant le blocus n'a jusqu'à présent été annoncé par des institutions officielles telles que le Kremlin ou TASS. Ils restent silencieux parce qu'ils n'ont rien à faire. Pour maintenir son statut de superpuissance, un pays doit être capable de protéger ses alliés ou les régions sous son contrôle. Tout comme l'abandon du Karabakh par l'Arménie a ébranlé l'autorité de la Russie dans le Caucase, l'étouffement silencieux de la Transnistrie confirme la fin du rôle de la Russie en tant que grand frère en Europe de l'Est. L'appel du dirigeant séparatiste Vadim Krasnozelsky
à un dialogue constructif avec Chisinau ressemble à celui d'un capitaine cherchant un canot de sauvetage après avoir vu son navire couler. Les élites locales, ayant perdu tout espoir en Moscou, cherchent désormais des moyens de s'asseoir à la table des négociations avec l'Ouest afin de garantir leur richesse et leur sécurité. Regardons maintenant les scénarios sur la table. Premier scénario. La Russie accepte la situation et la Transnistrie s'intègre progressivement à la Moldavie, peut-être avec un statut spécial. Ce serait une perte de prestige majeure pour Poutine, mais c'est l'option la plus rationnelle. Deuxième scénario. La Russie organise des opérations sous faux drapeau afin de provoquer des troubles dans la région. Cependant, cela est extrêmement risqué, car une telle démarche ouvrirait la porte à une intervention légitime de l'Ukraine et les 1500 soldats russes présents dans la région pourraient être neutralisés en quelques heures par l'armée ukrainienne moderne. Troisième scénario, le moins probable, la Russie parvient miraculeusement à franchir Odessa et à atteindre la région. Compte tenu de la ligne de front actuelle et de la profondeur défensive de l'Ukraine, cette option relève davantage de la science-fiction que de l'analyse militaire. Ce siège est l'exemple le plus frappant de la manière dont les guerres modernes peuvent être gagnées non seulement par les armes et les chars, mais aussi par la logistique, l'économie et la diplomatie. L'Ukraine et la Moldavie utilisent désormais contre la Russie sa tactique favorite, la guerre hybride, en fermant les frontières, en coupant les flux énergétiques et en resserrant le cadre juridique, elle force l'ennemi à capituler sans combat. Comme l'a dit Sun Tzu, il y a des milliers d'années, vaincre l'ennemi sans combattre est le sommet de l'art de la guerre. C'est exactement ce qui se produit en ce moment sur les rives du Dniestre. En conséquence, la bombe à retardement de Transnistrie tic-tac désormais pour Moscou. Cette région, qui a été pendant des années une épine dans le flanc de l'Europe, est devenue une blessure qui empoisonne désormais son propre propriétaire. Les rêves de Grande Russie de Poutine sont pris en étau entre la position ferme de Chisinau et le bouclier militaire de Kiev. Tandis que les soldats russes attendent des ravitaillements dans leurs casernes, les Moldaves tournent leur regard vers l'Ouest, peut-être vers une union historique. Ce processus n'est pas seulement une lutte pour un territoire, mais le processus d'effacement complet de l'héritage soviétique en Europe de l'Est. L'histoire s'écrit parfois non pas avec de grandes guerres, mais avec des signatures discrètes apposées aux postes frontiers. Et à l'heure actuelle, il semble que cette signature a déjà été apposée. Alors, qu'en pensez-vous ? La Russie se retirera-t-elle silencieusement de la Transnistrie ou tentera-t-elle un dernier coup pour embraser la région ? Comment une éventuelle unification de la Moldavie avec la Roumanie pourrait-elle modifier la carte de l'Europe ? Discutons-en dans les commentaires.